aujourd'hui, nous avons la troisième session avec Elodie Diaz, qui est architecte urbaniste de Perfil également, et travaille chez ABBA Partenaires à Lausanne, avec un sujet qu'elle a intitulé Territoire marginal, force régionale, une nouvelle habitabilité dans les territoires marginaux par la restauration des paysages patrimoniaux. L'idée étant donc de travailler sur l'abandon des villages et des paysages ruraux européens, un phénomène qui est depuis longtemps existant, mais qui continue et qui entraîne quelques conséquences lourdes. Et pourtant, ces territoires marginaux peuvent jouer un rôle fondamental, notamment dans la gestion des risques naturels, parce que c'est l'homme dans cette espèce de nature artificialisée, ou en tout cas gérée, qui peut prévenir des questions comme les écoulements de terre, des sols, etc. Son projet prend comme cas d'étude un village montagnard de Penalva de Alva, au Portugal, qui est souvent proie aux incendies et aux inondations, et qui explore comment la restauration du patrimoine paysager local peut devenir une clé de projet pour une nouvelle habitabilité. Voilà, en deux mots, les raisons et les sujets de cette conférence ce soir. Merci à vous tous d'être là. Bienvenue. La parole à Elodie Diaz. Bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir et merci aussi à la Fondation Dreyer de nous donner la parole pour parler du projet de transition à travers nos projets de diplôme. Comme on l'a dit, je vais parler de marginalité territoriale et le potentiel de ces territoires aujourd'hui à travers mon projet qui parle de la renaissance d'un village portugais qui est nommé Penalva. Ces territoires marginaux, ils sont confrontés à beaucoup de problématiques, que ce soit l'exode urbain, l'abandon. Ils sont en proie aussi à énormément de risques naturels et il y a très peu de budget à disposition pour leur développement, ce qui accentue finalement encore plus ces problèmes. L'hypothèse que j'ai voulu faire dans ce travail, c'est de voir ces territoires marginaux comme une alternative au développement et à l'expansion des villes, pour montrer que ces territoires, ils ont un potentiel très important. Finalement, même avec peu de moyens et en étant un petit peu malin, on arrive à en tirer de nombreux bénéfices. Donc pour mon projet de diplôme, j'ai pris comme cas d'étude le village de Penalva, qui est situé dans le centre du Portugal. Sa situation, elle est assez particulière puisqu'il est situé dans la vallée de l'Alva, ici au centre. Entre une plaine, on s'implante plusieurs villes comme Oliveira à gauche et le début du massif montagnard de l'Étoile, qui est le plus haut massif du Portugal continental à droite. Comme les autres villages de la vallée, Penalva, c'est un village encore très typique et elle a traditionnellement été construite d'une part autour de la rivière et d'autre part autour de l'activité agricole en terrasse qui est située sur les versants. Alors qu'à une époque, la population de Penalva elle approchait des 2000 habitants, aujourd'hui le village il est désert la majeure partie de l'année et c'est un petit peu le village des grands-parents ou le village de vacances. Là vous avez une vue aérienne justement de ce petit village. Et du coup, malheureusement, en fait, depuis la seconde moitié du XXe siècle, ce village, comme d'autres, il est confronté à un abandon très important, que ce soit au niveau du bâti, mais surtout plus globalement au niveau des paysages et des terres agricoles, dû au départ de la population et à l'industrialisation de l'agriculture. Tout ça, ça a engendré en conséquence de nombreux incendies et inondations auxquels le village doit faire face presque chaque année. Cette question de l'abandon des territoires et des paysages, elle est très présente dans les types d'espaces qu'on appelle des territoires marginaux. C'est une problématique qui est récurrente aujourd'hui dans toute l'Europe et qui commence à être abordée par des politiques européennes, qui va encourager ces pays membres au développement de leurs zones rurales en mettant à disposition plusieurs fonds. Moi, je me suis intéressée plus particulièrement à la stratégie du Portugal, qui base son développement local sur l'agriculture et les ressources, et aussi sur l'Italie, qui développe en parallèle au programme européen une recherche poussée sur le sujet et sur ce qu'eux ont vraiment appelé les aree interne, espaces internes, qui est basé principalement sur la question de l'accessibilité aux services d'éducation, de santé et de mobilité. J'ai appliqué leur stratégie de classification au centre du Portugal et on voit que selon leur recherche, il y a vraiment 3 nuances dans la marginalité, qui sont les nuances de vert clair, de vert. Et le village sur lequel je travaille, il se trouve dans l'espace intermédiaire de type vert clair. Et donc la question qui est ressortie finalement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces espaces intermédiaires aujourd'hui? Est-ce qu'on peut simplement les abandonner? Ou est-ce qu'il faut trouver un projet pour ce type de territoire? De ces recherches, j'ai construit ma propre définition et stratégie pour tenter de faire un projet pour ces territoires intermédiaires. Cette notion, elle m'a permis de prendre position par rapport à 3 points clés que j'ai relevés en lien avec la population
et la question de comment enrayer l'exode rural, l'habitabilité, par la question de l'attraction d'une nouvelle population dans ces espaces, et finalement les services écosystémiques qui posent la problématique de la maintenance de ces territoires. Je vais maintenant développer ces 3 points successivement. Premièrement, par rapport à la population, le Portugal, c'est un pays qui est très touché par l'exode rural, entre les terres intérieures et le littoral. Et le village de Penalva, ce n'est pas une exception, puisqu'il y a environ la moitié des maisons qui sont inoccupées à l'année. On sait qu'il y a une corrélation aussi entre l'exode rural et l'augmentation des risques sur le territoire. Donc, un des enjeux majeurs va être d'enclencher un processus pour que la population revienne dans ces espaces. Ici, en tentant d'être pragmatique, l'idée, ce serait de pouvoir faire remonter la population à environ 2000 habitants, qui était la valeur du pic en 1940, dans le but de réutiliser le tissu bâti existant et faire en sorte que l'augmentation de la population, elle n'engendre pas de nouvelles constructions en termes d'habitation. Ça, pour moi, c'était vraiment la vision et la conséquence du projet, mais je me suis très peu intéressée à cet aspect directement. Pour repeupler ces territoires, il y a donc la question de l'attractivité qui se pose et qui touche notamment aux services proposés, qui est le deuxième enjeu. Sur cette carte des services essentiels existants de la région, on observe que la vallée de l'Alva, qui est située ici au centre, elle a l'avantage d'être géographiquement très proche de la plaine et de ses services, tout en gardant une certaine intimité par le cadre plus naturel. Actuellement, toute la vallée elle est connectée à la plaine par un bus, mais qui passe seulement 2 fois par jour, et ce qui représente un réel frein pour aller y habiter. Les services de proximité ils sont aussi assurés dans la vallée par plusieurs marchands itinérants qui passent plusieurs fois par semaine aux abords des villages pour vendre du pain, des légumes, de la viande et du poisson. L'idée, c'est pas de proposer quelque chose qui va faire de Penalva un centre-ville, mais plutôt de renforcer, de donner plus d'importance aux services existants pour une population qui est capable d'accepter un nouveau mode de vie. Et je pense que cet aspect, il est particulièrement important quand on touche aux territoires marginaux. La population qui serait visée serait une population plus jeune, plus dynamique que la population qui est actuellement sur place, à la recherche d'un nouveau mode de vie plus sobre et plus proche de la nature que peut offrir ce genre de territoire et qui justifie un petit peu cette sobriété des services. Pour améliorer ces services et l'habitabilité, j'ai proposé d'une part d'améliorer la mobilité par une fréquence de bus plus élevée et la création de 3 nouveaux arrêts de bus qui viennent se greffer aux infrastructures publiques et qui permettent de créer 4 nouvelles accroches d'espace public qu'on voit donc en Bordeaux. Comme je l'ai mentionné, ces territoires ils disposent de peu de moyens. Donc l'idée de ces accroches, ce serait de mutualiser les fonctions et de proposer des espaces. Tout d'abord pour que les générations se rencontrent, qui donnent autant que possible un accès à l'eau, un espace dédié aux itinérants également pour qu'ils ne s'arrêtent plus au milieu de la route, et un arrêt de bus. Et pour moi, c'est vraiment à travers ces petites interventions ponctuelles et peu chères qu'on pourrait avoir un impact au niveau de la qualité de vie de ces endroits. Le troisième et dernier enjeu, il concerne la maintenance de ces territoires. Un des éléments qui ressort de la recherche italienne sur les espaces internes, c'est que ces territoires ils ont une importance particulière nationale puisqu'ils fournissent ce qu'on appelle des services écosystémiques aux villes et à la nation, comme par exemple la fourniture en ressources, les bienfaits climatiques, mais aussi la gestion des risques pour les villes. Et c'est ce qui leur donne finalement un intérêt de développement et qui prouve l'importance de sauvegarder ces territoires. L'idée, en fait, c'est qu'en entretenant ces territoires, on peut avoir un impact positif au niveau des risques sur une région et plus globalement sur toute la nation. Pour ça, j'ai travaillé sur la question des risques d'incendie et d'inondation, qui sont les 2 risques majeurs qui menacent les villes et villages portugais aujourd'hui, et en particulier la vallée de l'Alva. J'ai remarqué que ces risques ils sont intimement liés en fait, à la topographie des terrasses dont j'ai parlé tout à l'heure, qui définit vraiment la vallée, et que finalement, elles ont un potentiel à jouer pour ce troisième enjeu. Et donc, l'hypothèse de projet que je fais pour cet enjeu, c'est que la restauration du patrimoine paysager local des terrasses permettra de gérer le risque qui contribue globalement à toute la nation. J'ai passé pas mal de temps à comprendre ces terrasses qui sont appelées socalpush localement et qui ne sont pas simplement un objet agricole, mais qui soutient aussi tout un système lié à l'eau et l'irrigation et qui représente un ouvrage patrimonial très fort dans la région. Je vais faire une explication très brève des terrasses qui ont été pour moi un véritable outil de projet. Aujourd'hui, ces terrasses, elles sont de moins en moins exploitées, donc on y trouve très peu de végétation ou de la végétation non désirée qui s'y installe.
Constructivement, elles commencent aussi à être bombées ou à s'écrouler dû au problème d'érosion. Donc ça a un impact sur un patrimoine qui se perd, sur un paysage qui se dégrade, et sur l'érosion et la stabilité des sols qui augmentent directement les risques d'incendie et d'inondation. Comme je l'ai dit, elles intègrent aussi tout un système d'irrigation qui est un système construit et qui part des mines d'eau qui sont situées dans les versants. L'eau souterraine captée, elle est ensuite transportée dans des levadas qui sont en général creusées dans la terre. Chaque mine, elle est reliée à plusieurs bassins différents selon une politique de propriété de l'eau qui est assez particulière, puisque l'eau, elle se partage en tout cas dans cette région selon les jours de la semaine entre les propriétaires avec des mécanismes comme des trappes ou simplement des cailloux qui vont rediriger l'eau, comme vous voyez ici. À partir du bassin, chacun va organiser donc son système d'irrigation comme il le souhaite. Certains n'en ont pas et arrosent manuellement, et d'autres créent des rigoles pour que quand ils ouvrent le bassin, l'eau se distribue automatiquement dans les parcelles. Comme les terrasses, c'est une infrastructure qui est peu utilisée aujourd'hui et qui nécessiterait d'être repensée pour perdurer dans le temps. Et donc là, on retrouve le schéma de tout à l'heure avec nos 3 enjeux qui me permettent d'expliciter ma stratégie de projet. Le projet que j'ai proposé pour ces territoires intermédiaires, c'est un projet de restauration des terrasses et du patrimoine de manière plus globale pour tenter d'apporter une réponse aux problèmes de feu et d'inondation. Je l'ai évoqué au début, ces territoires, ils ont peu de moyens à disposition. Donc l'idée, ce serait de pouvoir mutualiser les fonctions dans les propositions de projet pour avoir un maximum d'efficacité avec un minimum de moyens. Cette gestion du risque par le patrimoine, elle permettra justement de recevoir de l'argent pour le développement de ces espaces intermédiaires, en développant donc indirectement leur qualité et leur attractivité, qui est le deuxième enjeu, ce qui permettrait à la suite d'amorcer le retour d'une population, le premier enjeu. Je vais donc aborder cette stratégie en 2 temps, liée d'une part au risque d'incendie et d'autre part au risque d'inondation. Ce projet, il peut se résumer finalement en une multitude de petites interventions ponctuelles et réparties sur tout le village, et qui vont répondre de manière multifonctionnelle aux besoins présents. Pour commencer avec la stratégie contre les incendies, comme je l'ai rapidement évoqué plus tôt, le risque d'incendie, c'est un des risques majeurs au Portugal en général, mais encore plus particulièrement dans la région du centre, où les feux de forêt ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus étendus. La cause principale de cette augmentation, c'est l'absence d'entretien des terres agricoles, qui fait qu'il y a de plus en plus d'espèces invasives, pas forcément indigènes, qui se développent et qui représentent une charge combustible énorme qui va favoriser le développement des incendies. Dans les essences d'arbres les plus inflammables, on retrouve principalement les résineux, qui sont majoritairement en rouge sur la carte, qui sont en général plus inflammables que les feuillus, en vert, mais aussi le couvert arbustif et les broussailles, qui est un des plus dangereux finalement, puisque c'est celui qui se développe le plus proche des habitations et qui recouvre les espaces agricoles abandonnés comme les terrasses. Une des techniques pour limiter la propagation des feux dont j'avais pu discuter sur place avec les pompiers, c'est de gérer en fait un vide entre la forêt et les habitations, qui est actuellement géré par une rupture abrupte dans le couvert forestier que les pompiers estiment par exemple à 125 mètres pour une forêt inflammable. Ce type de détails et de recherche, ils ne sont pas forcément directement liés à l'architecture, mais ils restent super importants. Et selon moi, c'est vraiment essentiel qu'en tant qu'architecte, on s'ouvre aussi à ce genre de détails, aux autres disciplines et aux savoir-faire locaux pour les utiliser dans nos projets. Dans le contexte du village de Penalva, je propose de réinterpréter cette mise à distance de la forêt, qui serait effectuée dans ce cas par la restauration des terrasses, ici les lignes en bordeaux, puisque leur situation sur le pourtour du village, elle a vraiment ce potentiel de créer une zone tampon entre la forêt et le tissu résidentiel. La remise en état des terrasses et de leurs fonctions agricoles, elle permettrait vraiment d'entretenir ce paysage et de restaurer les fonctions physiques qu'apportent ces constructions. L'idée, ce serait de nettoyer, replanter et recultiver les terrasses pour favoriser l'infiltration de l'eau et donc diminuer les processus d'érosion du sol qui favorisent le développement de la charge combustible en surface et des incendies. On profiterait aussi de cette restructuration des terrasses pour leur ajouter un aspect social en les rendant accessibles aux résidents par la création d'un réseau de sentiers qui relierait le village à des nouvelles centralités dans les terrasses. Comme pour la plupart des interventions,
que je propose. L'idée, c'est de réutiliser des systèmes traditionnels vernaculaires, mais de manière un petit peu modernisée, en leur permettant toujours de répondre à un besoin présent, que ce soit au niveau sécuritaire, mais aussi au niveau social. C'est un patrimoine qui, selon moi, se doit d'être conservé, mais qui ne doit pas être figé et qui va finalement vivre avec son temps. À l'échelle des terrasses, cette mise à distance, elle suivrait aussi une logique spatiale de végétation pour gérer le feu, selon une gradation entre la forêt et les habitations. Avec par exemple de gauche à droite la restauration de l'activité d'élevage en lisière de forêt ici, de manière à avoir un nettoyage des broussailles par les chèvres, les moutons. Suivraient des vergers et des oliveraies traditionnels en lien avec l'activité des moulins qui est présente le long de la rivière de l'Alva. Ensuite, de l'apiculture et finalement la restauration de l'activité agricole dans les terrasses qui permettrait aussi plus directement à la population d'entretenir ce paysage et d'en profiter. En fonction de leur situation, les anciennes payeras abandonnées, qui est un ancien bâti d'élevage qui est intégré dans les terrasses, elles vont être investies comme des nouvelles centralités, que ce soit pour répondre aux besoins des pompiers, des habitants, avec des nouveaux lieux d'échange et de vente directe, comme ici par exemple, ou pour l'activité d'élevage, comme j'ai parlé dans la slide précédente. Et finalement, une stratégie de bassin serait aussi mise en place par l'ajout d'un nouveau type de bassin, ici à droite, qui viendrait se greffer au système d'irrigation existant et donc qui serait également rempli par les mines d'eau actuelles. Encore une fois, cet élément il vient répondre de manière multifonctionnelle aux besoins, d'abord de sécurité, puisque ces bassins ils sont dimensionnés pour les hélicoptères bombardiers régionaux, et en même temps, ils permettent l'irrigation des nouvelles cultures basses dans les terrasses et la création d'un nouveau petit espace public agréable en lien avec l'eau, l'agriculture et le paysage. Pour résumer donc en quelques mots, les risques d'incendie sont gérés dans cet espace tampon entre la forêt et les habitations par la restauration des terrasses et du patrimoine paysager lié à celles-ci, qui viennent rétablir les fonctions naturelles de ces infrastructures pour diminuer les risques d'incendie qui apportent de nouvelles fonctionnalités sociales. Le second risque naturel que j'ai pris en compte à la suite des incendies, c'est le risque d'inondation. La rivière de l'Alva, elle fait partie du bassin versant du fleuve du Mondego, qui passe par la ville de Coimbra, située ici, et qui a beaucoup d'inondations violentes chaque année, comme la vallée de l'Alva, ici plus haut. C'est l'accumulation en fait d'une mauvaise gestion en amont, c'est-à-dire vers les sources de l'eau, qui crée des problèmes en fait énormes jusqu'à Coimbra. Au lieu de répondre à ces problèmes par la construction de digues et barrages, qui ont des très gros impacts sur la biodiversité, en fait, j'émets l'hypothèse que ce problème il peut aussi être géré de manière plus résiliente sur un travail en amont des tronçons de la rivière. Ici, la stratégie de gestion de risque de crue, elle se fait de deux manières. Dans un premier temps, il y a un travail sur l'espace de la rivière et des infrastructures qui sont vétustes et qui ont des impacts écologiques et sociaux, puisqu'on n'arrive plus à gérer ni les niveaux ni la vitesse de l'eau. Il y a notamment un travail sur les rives qui sont redessinées et plantées pour ralentir le mouvement de l'eau. Ensuite, il y a le remplacement du barrage vétuste qui est situé ici par plusieurs seuils de rivière qui sont dessinés en rouge, qui permettent également de ralentir l'eau, mais aussi de revaloriser les espaces publics et de baignade. Ça, c'est des solutions assez traditionnelles, je dirais, mais ce que j'apporte pour gérer les crues, c'est également un travail qui doit être fait en parallèle sur les terrasses. Par rapport à ces terrasses, il va s'agir de limiter en fait le débit d'eau qui va se jeter dans la rivière par leur restauration. Comme on a vu précédemment, il est très important de replanter les terrasses pour réduire au maximum l'eau de ruissellement et favoriser son infiltration dans le sol grâce au développement racinaire de certaines plantes. Le choix des plantes va avoir du coup une très grande importance dans ce projet. Ensuite, il faudra aussi recréer les rigoles qui sont situées au pied des murs avec une matérialité plus pérenne en pierre pour pouvoir réutiliser ces rigoles d'irrigation pour l'agriculture et qui serviraient aussi au drainage des terrasses. Pour le barrage vétuste dont j'ai parlé tout à l'heure, l'idée c'est de reprendre les aspects techniques du barrage de l'époque, qui est la gestion du niveau de l'eau, mais aussi le fait qu'il servait comme une passerelle entre les deux rives
et de les repenser dans un nouveau type d'infrastructure de seuil de rivière en pierre qui permet de réduire la vitesse de l'eau vis-à-vis des inondations, qui permet aussi la rétention de l'eau pour maintenir une continuité écologique en cas de sécheresse, qui est un élément qui arrive aussi assez régulièrement au Portugal, et qui revalorise également les espaces de baignade pour la population le long de la rivière. Donc, comme pour la stratégie incendie, l'idée c'était d'utiliser des infrastructures paysagères, des terrasses et du petit barrage pour tenter de diminuer les risques d'inondation, que ce soit en ralentissant la vitesse de l'eau de la rivière ou pour favoriser son infiltration dans le sol. J'ai profité de ces éléments pour y ajouter une valeur et une qualité sociale supplémentaire. Là, il y a une vue globale de toutes les interventions qui sont proposées pour le village de Penalva. Et pour conclure un peu tout ça, étant donné que le thème du cycle de conférence, c'est le projet de transition, on m'a aussi demandé de mettre en valeur des éléments qui se rapprochent à ce thème. Et pour résumer, je dirais que les éléments qu'on pourrait en tant qu'architecte garder en tête et qui m'ont servi aussi à faire ce projet, c'est tout d'abord d'avoir une vision holistique ou systémique qui permet de penser en fait tous les éléments ensemble et de remonter à la cause des problèmes. Ça implique généralement un travail et des allers-retours à une multitude d'échelles qui vont nous aider à comprendre finalement que tout est lié en fait, tous les enjeux sont imbriqués. Ça nous permet aussi de penser les thématiques ensemble, que ce soit au niveau de la population, des ressources, des services, de l'emploi, et de trouver des synergies entre ces éléments qui permettent de faire quelques économies de moyens, qui, comme on l'a vu, sont une condition requise pour apporter un changement. Le second élément qui pour moi est majeur, c'est l'importance de l'analyse du site, qui permet de révéler les problématiques et les potentialités de chaque territoire, qui deviennent véritablement des outils de projet. Donc je parle par exemple des pratiques et techniques locales vernaculaires. Et finalement, je pense que pour faire un projet d'architecture, on n'est pas toujours obligé de créer ou de construire quelque chose. Quelquefois, la solution, elle est peut-être déjà là. Et avec quelques petites interventions, on peut résoudre des problèmes plus larges. Et je pense qu'il faudrait aussi apprendre en tant qu'architecte à rester humble et modeste dans nos projets et interventions quand il le faut. Et finalement, le troisième élément qui me semble important, c'est la variété des sujets sur lesquels on doit se pencher et l'importance de l'interdisciplinarité dans un projet. Je pense qu'on a tout à y gagner à s'intéresser à des problématiques qui sortent un peu de notre zone de confort et que ça nous permet de faire aussi des projets plus complets et plus cohérents. Aujourd'hui, je me rends compte en travaillant aussi que c'est très difficile d'appliquer tous ces éléments puisqu'on est confronté à des règlements, des lois, des budgets ou des politiques qui ne vont pas toujours dans ce sens. Mais je pense que c'est aussi notre devoir de provoquer une prise de conscience auprès de la population et de remettre en question nos modes de vie et de proposer des alternatives finalement au projet d'architecture qui est un peu trop déconnecté de l'environnement. Merci beaucoup pour votre écoute. Un grand merci, Elodie, pour cette magnifique présentation très claire, très succincte et très bien documentée. Je vais, comme c'est l'habitude dans cette série de conférences, maintenant de passer la parole à Laurent Guidetti, qui est directeur associé du bureau Tribu Architecture à Lausanne et architecte aussi de l'EPFL, un collègue donc de l'Elodie, et auteur d'un récent livre, Manifeste pour une révolution territoriale, qui vient de sortir et qui est un magnifique résumé des questions et réponses que nous avons tous aujourd'hui en tête concernant la transition écologique par les projets, en tout cas les éléments qui pourraient construire des stratégies, des tactiques et des projets de transition à toutes les échelles. Et je pense que Laurent serait certainement mieux placé que moi pour en parler, mais là, il n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on a proposé de venir jouer le rôle du répondant au travail de Lodi Diaz, pour qu'il puisse donc problématiser, donner son avis, poser quelques questions et aussi ouvrir le débat à la salle virtuelle où vous vous trouvez tous. Donc, Laurent, la parole est à toi. Merci Panos. Merci Elodie de cette présentation. Effectivement, c'est un projet extrêmement riche. Donc,
difficile à faire le tour de l'ensemble de ce que j'aurais à dire parce qu'on n'a pas les 12 heures dont j'aurais besoin. Mais effectivement, il y a un certain nombre de points qui sont que tu as montré qui me semblent extrêmement importants dans les questions de transition qui nous occupent aujourd'hui. D'abord, je trouve qu'il est magnifiquement présenté, il est magnifiquement représenté et présenté, donc il est effectivement très beau à voir et il donne très envie. Et il pose toute une série de questions, certaines extrêmement fondamentales, extrêmement importantes, et puis d'autres qui sont spécifiques au projet lui-même. J'ai noté ça, ça va être un peu en vrac. Pardonnez-moi, mais j'ai pris des notes et puis je vais certainement me perdre un peu. D'abord, je trouve qu'il renvoie à une question fondamentale, c'est celui du rapport entre l'homme et la nature. L'homme, l'humain et la nature. C'est-à-dire que finalement, on idéalise un petit peu le rapport entre l'humain et la campagne, et la nature. Et puis finalement, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il montre qu'il y a une campagne qui est très urbanisée, hein, un peu comme le Lavaux, enfin comme Lavaux, ou comme plein de régions où l'homme a eu un rapport, où il a domestiqué la nature, où ils ont construit, où il y a une gestion des risques. Et ces risques, ce qui est assez intéressant, c'est que ils sont extrêmement contextuels. C'est-à-dire le contexte impose finalement toute une série de prises en compte, de gestion de l'eau, des incendies, etc. Et la particularité des périodes que nous vivons et que nous allons vivre de plus en plus, c'est que ces risques vont évoluer et ils vont changer extrêmement vite. On voit que toutes les questions dont Élodie a parlé là, je pense que dans le Jura, on va se les poser d'ici 40 ans. Et je pense que c'est assez intéressant d'avoir une vision très localisée, très contextuelle, mais en même temps d'apprendre de l'ensemble de ces architectures pour, pour nous. Le Portugal sera à nos portes bientôt et je pense que les Portugais devraient regarder du côté de l'Afrique du Nord pour voir les mesures qui ont été prises là-bas pour gérer l'eau, gérer les incendies, s'il y a encore des forêts au Portugal. Il y a un autre aspect, c'est que ça nous ramène, je trouve, aux fondamentaux. Tout ce dont Élodie a parlé, c'est des questions de base. C'est l'alimentation, c'est l'eau, c'est le sol, c'est la survie, hein, la gestion du risque. Et nous a beaucoup parlé des modèles vernaculaires et de ce patrimoine vernaculaire. Et je trouve que ça montre finalement, cette humilité nous montre que on n'a rien à apprendre, comme disait Luigi Snozzi, rien n'est à inventer, tout est à réinventer, et que on pourrait peut-être se replonger dans cette architecture vernaculaire, voire même se remettre à l'affaire en définitive, plutôt que de vouloir réinventer avec tout un imaginaire. Mais je vais revenir sur cette question d'imaginaire. Et puis, le dernier fondamental qui me semble important, c'est celui des communs. C'est-à-dire que finalement, la gestion de l'eau, la gestion des risques d'incendie, c'est quelque chose qu'on met en commun pour se protéger de risques ensemble. Et puis, quand on doit gérer l'eau, qu'on doit se partager une ressource, eh bien, ça fait appel non seulement à des dispositifs, hein, des murs, des bis comme en Valais, etc., mais aussi à une gestion. Et c'est certainement un des aspects qui me semble hyper important, qui a été peu abordé, mais qui me semble hyper important. C'est bien joli d'avoir un patrimoine, mais pour que ce patrimoine fonctionne, il faut du monde. Il faut du monde pour le gérer et il faut certainement des règles. Et ça renvoie un peu à tout le débat qui a opposé à quelques années de différence Gareth Hardin dans La tragédie des communs et Elinor Ostrom, qui était un petit peu la positive de l'histoire. Gareth Hardin dit, de toute façon, les communs ne peuvent pas se gérer, donc de toute façon, toute ressource non renouvelable est vouée à l'échec, parce que jamais les humains arriveront à se mettre d'accord. Et Elinor Ostrom dit non, si on arrive à mettre en place un corpus de règles et un système, je résume, hein, eh bien, on arrive à gérer, c'est la condition pour que les communs puissent se gérer. Il se trouve que notre commun à toutes et tous, c'est la planète, et que on a un enjeu, on fait face aujourd'hui à un enjeu extrêmement important. Et je trouve que ces petites expériences sur des territoires tout petits,
C'est la démonstration qu'on doit non seulement gérer le territoire, mais gérer aussi la façon dont on gère le territoire, c'est-à-dire toute la gouvernance, les règles de vie en commun, et que il faut aussi le faire à d'autres échelles. J'ai beaucoup aimé l'explication de la compréhension que Elodie a de son propre travail et de la transition, c'est-à-dire remonter à la cause, comprendre qu'il y a une multitude d'échelles et que tout est lié. Ça, c'est déjà un fondamental qui montre que Elodie a tout pour partir dans la vie professionnelle avec, en tout cas, un bon état d'esprit. Par contre, c'est tout sauf ce qu'on fait au quotidien. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce constat-là, c'est non seulement de se rendre compte que c'est ça qu'on doit faire, mais combien c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Et on est complètement condamné ou brimé par effectivement une vision en silo, par des échelles qui sont complètement découpées, le fait qu'on ne réfléchit jamais à la bonne échelle et qu'on ne remonte en tout cas jamais aux causes, on fait ce qu'on nous demande et puis c'est tout. Nous sommes devenus un petit peu des esclaves de nos mandants qui nous demandent de faire des choses et puis il n'y a qu'à les faire, sinon il n'y a pas d'argent. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question en lisant ça, j'avais commencé à le mettre en disant, mais finalement, si on devait résumer ce projet, c'est assez compliqué parce qu'il est où le projet? C'est-à-dire, pour un architecte, il n'y a pas de projet dans ce que Elodie a montré. Il n'y a que une analyse et puis finalement un projet qui est tellement modeste et ponctuel et par petites touches que finalement, pour un architecte, il n'y a pas de projet. Et pourtant, il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup d'urbanisme, il y a beaucoup de gestion territoriale. Et je pense que ça veut dire pour nos métiers une remise en question pour se dire, mais en fait, il est justement là le projet, et peut-être qu'il faudrait arrêter de se dire qu'il n'y a pas de projet quand on n'arrive pas à le caser dans la norme SIA 102. Et puis, le dernier point qui m'a semblé, enfin, un des derniers points qui m'a semblé intéressant, c'est que c'est la question démographique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de démographie, du risque démographique. C'est vrai qu'il y a une explosion démographique dans le monde. Et puis, en fait, ce qui se passe à Penalva de Alva, c'est justement c'est plutôt un exode et qu'un des enjeux pour répondre aux problématiques territoriales, même qui impactent l'amont et l'aval de la rivière et les incendies qui vont se propager, c'est justement les humains. C'est justement le fait qu'il faudrait mettre des humains et que les humains peuvent aussi être une ressource, en l'occurrence, parce que non seulement il faut du projet, mais il faut aussi des gens pour vivre sur place. Et ça, c'est la question, je vais terminer là-dessus, que je trouve la plus intéressante et qui renvoie à la question de la gouvernance, c'est que finalement, si on invente une belle gouvernance et qu'on invente une façon d'habiter un lieu, il faut des gens pour y habiter. Et cette ressource, le vivant, le vivant dans la terre, les animaux, les petites bêtes et les végétaux, c'est une chose, mais les humains, c'est aussi du vivant, c'est aussi une ressource. Et ça pose une question que je trouve assez fondamentale, c'est peut-être que ça re-questionne la question de la juste densité. C'est qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont quitté ce village se sont retrouvées dans les métropoles ou dans des grandes villes, etc. Et puis, ils ont perdu ce rapport à la terre. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte de retour à cette vie-là? Et d'où ma question quand j'ai eu la première présentation de Elodie, c'est-à-dire, mais finalement, est-ce que vous êtes intéressé à aller vivre là-bas, tel Manon des Sources, retourner cultiver votre terre et finalement, est-ce que c'est une sorte de retour post-68 art qui est la seule façon de faire, d'agir sur ce territoire? Est-ce que finalement notre rôle d'architecte, c'est juste planifier ou est-ce qu'il n'y a pas un moment où on doit mettre les mains à la terre et puis y aller, quoi, hein, y vivre. Et puis finalement, notre métier d'architecte, notre rapport au territoire, il s'exprime peut-être pas uniquement en le planifiant et en faisant des jolis dessins, mais peut-être aussi en mettant, en les fabriquant gentiment, un tel Sisyphe ou un paysan finalement, et que notre rôle de urbaniste, paysagiste, paysan sont très proches et qu'on a besoin de se balader dans notre jardin après avoir fait des plans ou avant avoir fait des plans pour corriger un tuteur, ouvrir la vanne du bis pour alimenter l'eau, etc. Et ça m'interpelle beaucoup
il y a beaucoup d'architectes, beaucoup de gens de manière générale qui aujourd'hui se questionnent autour de la transition sur ces questions-là. C'est le sens que ça a pour eux aujourd'hui. Et je me demande si le sens d'un projet comme ça, c'est pas aussi de se reposer la question de où est notre bonne place dans les normes SIA. C'est une chose, mais peut-être aussi où on vit. Et est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu retourner, ouvrir les vannes de Penalva, d'Ealva? Super. Alors, magnifique rebondissement sur le fond et la forme de ce projet. Est-ce que, Elodie, tu as quelque chose à dire? Vas-y. Si je reviens sur les derniers éléments que vous avez dit par rapport à la population, personnellement, sur place, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont justement partis du village pour aller vivre en ville. Eux, ils le regrettent énormément. La majorité se sont sentis obligés de partir en ville à cause des problèmes d'emploi, à cause des problèmes un petit peu de service, mais c'était principalement la question de l'emploi qui faisait qu'ils quittaient. Je pense que les questions, elles peuvent se reposer de plus en plus, notamment quand on voit depuis plus d'1 an maintenant, avec l'augmentation de tout ce qui est télétravail, travail à distance, en tout cas pour les métiers qui doivent se faire, en tout cas pour les services, disons. C'est une question qui se repose et qui va pas contre en fait ce projet qui, je pense, pourrait bénéficier de ça. Enfin, on voit que par exemple les ventes de maisons, elles ont explosé depuis 1 an. Les gens ils cherchent de nouveau ce rapport à la nature, et ça pourrait être une sorte de village d'expérimentation dans ce sens. Après, à terme, c'est clair que moi, je pense que ça ne suffirait pas à inverser les tendances, et ce n'est pas vraiment un changement de mode de vie en tant que tel. Mais ça pourrait être un début qui pourrait aller vers justement cette déconnexion, et puis peut-être se dire un jour qu'on pourrait finalement habiter, travailler 100% à Penalva, sans avoir besoin d'aller d'être à moins d'1 heure de Lisbonne ou de Porto. Et parce que finalement, on a un hôpital qui est à 1 heure qui est moins, à 15 minutes de distance. On a des services itinérants qui sont dans le village. On a un petit peu tout ce qu'il faut. On peut aussi nous-mêmes mettre la main à la pâte. Et puis finalement, est-ce que ça suffit pas? Et puis ça pourrait être aussi un peu la destinée de ce projet. Il pourrait être destiné à plusieurs types de personnes, en fait. Alors, est-ce que, Laurent, il y a autre chose que tu voudrais rajouter avant d'ouvrir un peu la discussion? Vas-y. Je trouve intéressant la question de départ, en fait. C'est que tout est venu avec cette question de l'emploi. En gros, si Penalva était resté comme au 19e siècle, on peut dire, voilà, on était dans la situation idéale. Et je trouve assez important d'avoir cette linéarité dans le temps pour dire, bon, est-ce que l'avenir doit correspondre à un retour et donc à des modes de vie qui correspondent à ceux du 19e siècle? Ou est-ce que c'est la même chose que partout, mais comme on est tous connectés grâce à la 5G, eh bien finalement, on vit tous et on fait ce qu'on fait aujourd'hui, mais un petit peu réparti dans le paysage. Et moi, j'ai l'impression que c'est ni l'un ni l'autre et que c'est un mix, c'est-à-dire il faut retourner à la terre de toute façon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas dans les sociétés occidentales, c'est 2% de la population qui nourrit 98%, enfin 100% de la population, donc les agriculteurs. Les Mayas, c'était 50%, les Romains, c'était 30%, entre 25 et 30%. Et puis finalement, on se demande si cette course vers l'industrialisation de l'agriculture, elle a que du bon. En gros, la réponse est dans la question. Elle n'a pas que du bon, elle a plutôt que du mauvais. Et ça pose la question de faut-il pas aussi réinventer l'économie, aussi réinventer l'emploi pour que finalement les gens qui vont vivre là-bas, ils n'y vont pas complètement déconnectés du territoire où ils sont.
Ils ne doivent pas être jardiniers parce que c'est tellement sympa, rentiers parce qu'ils boursicotent de temps en temps, etc. Il faut vraiment réinventer nos modes de vie de façon plus fondamentale, parce que si tous les gens de Penalva prennent l'avion autant que les Suisses pour aller voyager à travers le monde, eh bien, on n'aura absolument pas à réaliser la transition. La transition, elle se fait dans tous les domaines. Et effectivement, l'économie, point de départ de cet exode rural, est un des éléments qui me semble fondamental, mais évidemment, il est complètement aujourd'hui, il est même au-dessus de la politique, le nœud, on va dire, le plus important à mobiliser. Il n'y a pas un débat sur la transition où cette question-là devient le nœud. Et je pense que c'est intéressant de voir que pour faire évoluer l'architecture, l'urbanisme, ce nœud-là, il a à faire exploser la même chose que quand on parle de réduire le nombre d'avions qu'il y a à Genève, Cointrin, etc. Même les Verts genevois n'arrivent pas, je m'adresse à des Genevois là, donc j'en profite, n'arrivent pas à dire qu'il faut supprimer ce foutu aéroport. Aujourd'hui, l'aéroport, c'est 19% de notre empreinte, à nous les Suisses, notre empreinte CO2. On doit la réduire de 96% d'ici 2050, 96%. On n'y arrivera pas avec un aéroport. Pour la petite histoire, en assainissement entièrement le parc immobilier vaudois, alors je me suis préoccupé au canton de Vaud, il faut investir 15 500 millions de francs suisses. En l'assainissant, on réduit beaucoup les charges de chauffage. L'ensemble des charges de chauffage du parc immobilier vaudois, c'est 5% de notre empreinte. Donc en gros, en investissant 15 500 millions de francs suisses, on réduit de 5%. Le trafic aérien, c'est 19%, et on doit réduire de 96%. Ça, c'est l'enjeu de la transition. Et donc, je pense qu'il va falloir mettre un tout petit peu la barre plus haut que de se dire on va juste réussir à habiter à Penalva avec une connexion Internet et tout ira bien. Il va falloir revenir à la Terre, mais c'est notre domaine, c'est notre domaine de compétences. Simplement, on reviendra à la Terre différemment que les gens du 19e siècle, j'en suis sûr. Merci Laurent, et je me permets un peu avant de lancer, d'ouvrir la discussion, je me permets un peu de remarquer que tout ce que vous êtes en train de vous dire rappelle à quel point la question de la transition écologique est ce qu'on appelle en français un problème pernicieux. C'est-à-dire il a un problème dont la solution signifie problème ailleurs et vice-versa. Donc une situation à laquelle on ne peut que répondre en décidant de donner des priorités. À chaque fois qu'on donne des priorités, il y a quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd. Tout le monde ne peut pas gagner en même moment. Le cas de l'aéroport est clairement une histoire de ce type. Et ça me permet aussi de dire que finalement, les territoires ruraux, à un moment donné, se sont dénudés de leur population parce que non parce qu'il n'y avait pas de emplois, mais parce que les emplois ne donnaient pas assez de revenus. C'est une fausse question, la question de l'emploi qu'on ressasse aujourd'hui partout en France, en Europe, dans le monde. Biden, pareil. C'est combien les 8 heures par jour vont te permettre de gagner pour répondre à tes besoins et selon ce que tu crois que sont tes besoins. C'est ça. C'est exactement ça le problème. On est en train de jouer sur un faux problème. C'est la question des revenus. Donc, les Gilets jaunes l'avaient compris très bien d'ailleurs. En réalité, donc nous on joue sur le nombre d'emplois alors que c'est une question de revenus. Et derrière cette histoire des revenus pour la transition et pour les espaces ruraux, c'est la question de la labeur. Simplement, on sait depuis toujours que la labeur humaine, physique, n'est pas capable de donner assez de revenus pour qu'une personne vive dignement. C'est ce qu'ils ont compris depuis l'Antiquité. Toutes les exodes ruraux depuis l'Antiquité vers les villes étaient liées au fait que l'espace, la vie naturelle est tellement physique. Donc, justement, il faut, comme tu l'as dit très bien, Laurent, il faut quand même que quelqu'un s'occupe de ces murets pour les remettre. Donc, il faut se casser les doigts. Qui va venir se casser les doigts alors que tout le monde veut taper sur Internet? C'est très simple. La question donc qui se pose, c'est quelles sont ces nouvelles populations? Je me permets donc de lancer le pavé dans la mare pour vous dire qu'en réalité, ces populations sont en train d'arriver par bateau ou par barque et de s'écouler au milieu de la Méditerranée. En réalité, la population qui pourrait sauver l'Europe, ils sont en train d'arriver. Et que la difficulté que nous avons est politique parce que personne n'ose dire aux populations qui sont déjà là que vous savez quand même, il y a là
du monde qui préfère plutôt travailler sur les murets de Portugal plutôt que de mourir par balle je sais pas quoi, au Congo. Donc, nous avons une espèce de transfert de population qui pourrait jouer le rôle disons, la labeur humaine qu'on voudrait, les mains dont on a besoin, parce que finalement, c'est une histoire, personne ne va le faire. Disons, la machinerie ne peut pas faire ce travail minutieux qu'a montré Elodie, et qui n'est pas non plus une histoire de design. L'architecte n'a pas sa place parce qu'il n'a pas de design, donc il ne peut pas s'adresser aux classes bourgeoises qui vont lui donner du boulot pour amener ses enfants au théâtre le soir. Vous comprenez un peu l'espèce de situation complexe dans laquelle on se trouve. Globalement, donc, les territoires n'ont pas besoin de gens comme nous. Ça, c'est une évidence. Et ni non plus des gens qui voudraient justement aller à louer une maison au Portugal pour transférer là-bas leur télétravail. Parce que ça, c'est la nouvelle population qu'on est en train de découvrir avec le Covid. Nous avons donc une toute nouvelle situation, une nouvelle population qui va aller remplir ces espaces ruraux, mais pas pour remettre le mural à leur place. Ça, c'est sûr. Nous sommes donc dans une situation d'une complexité dingue qui se rajoute, et là j'ai fini, mais je voulais juste mettre un peu quelques éléments et puis ouvrir la discussion sur la question de la 5G. Ces gars-là qui vont aller travailler sur Internet vont travailler avec les 5G qui a besoin de lithium. Encore un problème pernicieux, j'en discutais avec Elodie et Laurent tout à l'heure, on vient d'apprendre que pour l'autonomie électrique et numérique européenne, aujourd'hui, on a besoin du lithium qui se trouve dans le sous-sol du Portugal. Donc, le Portugal risque de devenir une énorme mine, se détruire complètement, devenir un peu comme le Congo ou je ne sais pas quel pays en Chine, quel paysage appauvri en Chine, parce que justement, nous voulons nous voulons passer à la transition écologique par l'électricité. Vous comprenez donc que nous sommes dans une complexe. Vous pouvez taper, je pense que oui, voilà. Et Diane vient de vous mettre sur le chat les liens là-dessus. Vous pouvez le trouver. Nous sommes dans une situation d'une complexité, d'un problème tellement pernicieux que notre rôle comme architecte serait plutôt peut-être, et ça c'est une question que je pose au public, et je vais m'adresser spécifiquement à certaines personnes là que j'ai vues dans le public, et de savoir comment doser les solutions. À un moment donné, une question de dose, disons, nous avons la possibilité par notre métier de trouver des proportions, de donner des proportions entre telle ou telle solution et créer des situations complexes où les choses peuvent être combinées. Et il est peut-être là une solution pour ce métier et son rapport au territoire et au territoire rural spécifiquement. Là, j'ouvre un peu la question au public et justement un peu pour titiller, je vis parmi tout le monde un vieux loup du projet rural, Marc Verdier, qui fait partie d'un réseau français qui s'appelle l'Espace Rural, projet spatial. Je suis content de te revoir et je ne sais pas si tu voudrais réagir à toutes ces discussions avec ton expérience qui est très longue et très complexe et très intéressante. Oui, je te remercie, Panos. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié la présentation de Elodie sur le Portugal, où je retrouve effectivement des questions qu'on se pose dans nos compagnonnages dans les territoires français, en particulier dans les réseaux de parcs naturels régionaux, parce qu'on travaille beaucoup sur les parcs. C'est intéressant parce que le slogan des parcs naturels régionaux en France, c'est « Une autre vie s'invente, ici ». Et je pense que ça rejoint un peu ces questions-là, qui sont quelles sont les spécificités des patrimoines dont on hérite et qui sont effectivement révélateurs d'équilibres qui étaient les équilibres, comme tu le disais, du 19e essentiellement, qui a été le siècle de développement rural extraordinaire qu'on connaît. Moi, je remettais en aparté aussi par rapport au sujet des risques, je remettais également, il se trouve que je suis impliqué actuellement au parc du Mercantour, qui est un parc national, la catastrophe du phénomène méditerranéen de la tempête Alex du 2 octobre sur les vallées de la Vésubie et de la Roya, où effectivement les questions ont été posées sur le rôle de l'abandon des terrasses et des systèmes, et on s'est rendu compte aussi du rôle catastrophique des modes de développement des 40 ou 50 dernières années en matière d'infrastructure, en matière d'équipement,
c'est-à-dire par exemple des villages des hauts de la vallée qui ont finalement bénéficié d'équipements comme s'ils étaient en plaine, des terrains de foot et des centres nautiques en montagne, qui évidemment ont modifié les systèmes hydrauliques et les systèmes de relief et les attentions très fortes que les villages et patrimoniaux qui s'étaient installés avaient respecté. Et donc, c'est aussi une sorte de rouleau compresseur du modèle d'aménagement qui a banalisé, unifié et finalement fait un peu abstraction des spécificités locales. Voilà. Bon, ça, c'est plus, on est toujours dans le constat. Moi, je rejoins évidemment la question de qu'est-ce qui fait qu'on ira habiter là-bas. Alors, je suis d'accord avec toi sur la question du potentiel incroyable de ces mobilités de population qui, évidemment, viennent pour des raisons voilà. Mais je pense qu'au-delà de ça, alors je mettais dans le chat avec quelques fautes d'orthographe parce que je faisais ça en même temps que je vous écoutais, mais je mettais aussi le système dans lequel, alors je vais utiliser des mots un peu, voilà, mais dans notre système économique néolibéral qui provoque des systèmes quand même aujourd'hui d'emploi absolument indignes. Et il y a des reportages en permanence là-dessus, des gens qui sont dans une exploitation incroyable, toute l'ubérisation de l'emploi, toute la précarité, on le sait, les difficultés absolument énormes de travail dans des entrepôts de e-commerce, etc. Et on peut se dire que peut-être il va falloir retrouver des équilibres et effectivement la capacité à réutiliser, mais auquel on va être confronté, à mon avis, mais inévitablement, soit par des chocs énormes liés au changement climatique, liés à ces inégalités qui vont devenir de moins en moins acceptables. Je pense que la question d'une autre façon d'habiter la ruralité, d'une modernité rurale très forte aujourd'hui, c'est le sujet. Enfin, nous, on travaille là-dessus, mais c'est vrai que je pense que la vraie question, c'est ne pas être dans de la vision nostalgique, mais par contre d'être capable de retrouver l'intelligence des générations passées en la réinterprétant avec une vraie modernité de fonctionnement et d'usage. Voilà. Moi, je suis assez convaincu de ça. Donc, effectivement, l'idée, c'est peut-être d'aller encore un petit peu plus loin sur ces potentiels patrimoniaux pour essayer de démonter le patrimoine pour le remonter avec modernité. C'est un petit peu cette idée-là. Mais moi, je suis assez convaincu, je ne sais pas ce qu'on en fera, mais je suis assez convaincu que la ruralité est vraiment un enjeu de réinitialisation d'un équilibre de société. Voilà. Et ça a été évoqué tout à l'heure, mais effectivement, pourquoi les gens sont partis dans les métropoles? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens auraient intérêt à revenir vers des territoires ruraux pour retrouver aussi du sens? Parce qu'il y a l'enjeu économique, mais c'est aussi le sens que l'on donne à sa vie. Voilà. Et je pense que ça, c'est des sujets qui me semblent absolument essentiels et qui sont de plus en plus forts. Moi, je crois que l'enjeu économique, c'est une donnée et qui est incontournable parce qu'effectivement, il faut vivre dans des conditions dignes, mais l'enjeu du sens que l'on donne à sa vie, c'est des enjeux qui, moi, me semblent, sur lesquels on doit reprendre pied. Je pense que c'est des choses qui ont été un peu effacées dans l'idée de la start-up nation, mais moi, je milite dans cette idée qu'on doit travailler, et y compris évidemment avec les générations du plus de degrés, parce que je pense qu'Élodie fait partie de ces gens où il faut être très attentif à ces jeunes-là, parce que je pense que cette génération du plus de degrés, c'est eux qui vont reposer les conditions de vie de demain. Voilà. Et donc, je crois que la question au-delà de l'économie, du sens, le territoire, le sol, nous donne une clé de solution. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Marc, il a éduqué des générations et des générations de jeunes architectes en France sur les questions de territoire rural. Et donc, je vous laisse un peu réagir. Par exemple, moi, je pense que cette histoire de l'espace interdit, entre le bâtiment et le bois qui peut brûler, il y a
un vide qui n'est peut-être pas question d'architecture, en effet, mais c'est peut-être question de paysagisme ou d'espace public. On pourrait imaginer que les territoires ruraux qui sont menacés par les flammes pourraient s'imaginer des ceintures d'espace public justement non inflammables, non incendiables, et de cette manière-là, profiter de cet espace tampon, entre guillemets, non pas pour le laisser vide, mais pour créer une nouvelle centralité périphérique en reversant la Manche. Quelque chose qu'on n'avait pas jusque-là parce que c'était dans la place centrale du village où les choses se passaient. On peut imaginer une nouvelle spatialité périphérique, par exemple, pour les espaces qui peuvent brûler, etc. Je vois Marine, je vois Gwenaël, donc du workshop. Et Sarah, est-ce que vous voulez réagir? Marine, peut-être. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas forcément grand-chose à ajouter. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont très intéressantes. En tout cas, si je dois ajouter quelque chose, ce serait recentré sur la question du contexte du projet d'Élodie, comment dire, parce que c'est ce que je connais. Ce projet il a été effectué dans une école d'architecture à Lausanne, à l'EPFL. Et par rapport à tout ce qui a été dit, donc moi je rentre dans ma sphère à moi quand on dit que tous les acteurs doivent être mis en question. Quand on voit les objectifs à atteindre, et les objectifs sont grands, je trouve un peu déplorable que l'école de l'EPFL ne mette pas ça en ligne de mire et continue à former des architectes qui construisent du nouveau bâtiment en béton. Donc la question écologique n'est pas abordée, la question de la transition écologique n'est pas abordée, etc., etc. Donc c'est vrai que si on... Enfin, des projets comme celui d'Élodie, c'est parmi, il n'y en a pas beaucoup qui sortent, et quand il y en a, ils sont pour certains très critiqués en disant que ce n'est pas l'architecture, ce n'est pas le rôle de l'architecte de penser à ça. Donc il y a une vraie scission et une vraie nouvelle génération qui en fait, les étudiants ne trouvent pas de professeurs et ne trouvent pas d'encadrants pour les aider là-dedans. Heureusement, il y en a quelques-uns enfin à l'EPFL qui arrivent, mais ce n'est pas la norme. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? Je trouve que le projet d'Élodie est passionnant et il a eu l'ambition de faire quelque chose que le PFL ne l'a jamais formé à faire, malheureusement. Voilà, si je devais ajouter quelque chose, ce serait ça. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas que le PFL, c'est une question plus globale, mais on peut commencer quelque part. Il y a toujours un premier pas quelque part. Laurent, tu as levé les mains. Et Omblin Eli, que j'ai vu juste après. Oui. Oui, merci. Alors, moi, j'abonde dans ce sens-là, mais il y a un changement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui posent des questions et des profs qui se disent « Ouh là là, il faut que je puisse y répondre ». Moi, j'ai suivi un projet carrément collapsologue à la HES de Fribourg en master de Justine Rosset. C'est hyper intéressant de se poser ces questions-là, mais c'est vrai que c'est très confrontant. Ça pose des questions d'imaginaire tellement décalées que finalement, la prof Candide qui débarquait là de Genève et puis qui voit ça, elle était mais atterrée en définitive, parce qu'elle disait mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous me dites qu'il n'y aura plus de pétrole, qu'il y aura plus, que tout le monde va mourir, qu'il y aura 50% de la population du monde en moins. C'est ça votre hypothèse de départ. Comment est-ce que je peux juger un projet dans un imaginaire que je n'ai pas eu le temps d'apprivoiser? Donc, c'est vrai qu'il y a une question culturelle et un changement qui est effectivement très intéressant. Je pense qu'on vit une période hyper stimulante, s'il faut voir le bon côté des choses. Et puis, je trouve que c'est aussi une question d'attitude, et ce qui ramène à la question que je voulais aborder avant l'intervention de Marine, donc ça tombe bien, c'est que finalement, ce qui a à retenir, je trouve, beaucoup du travail d'Élodie, ce n'est pas forcément le projet en tant que tel, c'est l'attitude. Et finalement, c'est comme quand on parle de projet résilient, je pense qu'il y a une sorte d'incompatibilité. La résilience, c'est pas avant tout une question de projet, c'est une question d'attitude. Hein. Le plan Paris résilient, par exemple, il parle de terrorisme, de façon dont les gens vont pouvoir surmonter ça. D'ailleurs, ça renvoie à des questions, à des notions de psychologie. Et ce que je trouve intéressant avec cette notion d'attitude, cette notion de résilience, c'est que finalement, elle place le projet
et la discipline de projet, non pas sur les valeurs scientifiques, techniques, mais sur des questions qui sont peut-être plus empiriques. Et s'intéresser à l'architecture vernaculaire, c'est aussi s'intéresser à des savoirs qui se sont acquis pendant des centaines ou des milliers d'années. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant que de renvoyer aux faits. Ça, c'est fait comme ça. On n'a pas besoin d'avoir 12 000 études de spécialistes dans le monde entier pour pouvoir savoir si réellement c'est valable, parce que cette attitude-là, scientifique et technique, elle pousse à l'infrastructure et aux ouvrages, aux gros ouvrages. Et je pense que plutôt que d'interdire d'apprendre dans les écoles d'architecture à travailler avec le béton, il faut apprendre à éviter cette attitude infrastructurelle et d'ouvrage parce qu'ils sont faits en béton. Et puis que le béton, c'est super quand on a besoin de faire des choses, mais plutôt que de partir de l'idée qu'on est obligé de mettre un parking souterrain dans un immeuble, eh ben, passons-nous d'un parking souterrain parce que c'est ce qui nous permettra de nous passer de béton. Et je pense que c'est beaucoup plus important de prendre le recul, comme le disait Élodie, remonter à la cause, multitude d'échelles, tout est lié. Oui, ça veut dire qu'il faut avoir cette vision systémique. Le meilleur des apprentissages, c'est bien cette pensée systémique plutôt que ce déterminisme qui est typique de notre époque et qui est une fausse appréciation de notre envie d'écouter les scientifiques, parce qu'en fait, on ne les écoute pas. On écoute les techniciens, on n'écoute pas les scientifiques. Et si on écoutait les scientifiques, demain, plus personne là de ce séminaire ne prend l'avion. Je reviens avec l'avion. Parfaitement. Et ma génération, on ferait plus d'enfants aussi. Parce que l'impact carbone, le plus important, c'est pas l'avion, c'est l'enfant. Ce que je veux dire, c'est que si on se base sur les faits scientifiques, c'est pas l'avion qu'il faudrait arrêter, c'est de faire des enfants qu'il faudrait arrêter. Donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion, un débat public à avoir par rapport à notre impact carbone et comment faire. Alors, je redonne la parole tout de suite, je passe la parole à, je la cherche, Ombin Hailey. Désolé. Merci. Merci beaucoup, Élodie, pour la présentation et à tous pour vos interventions. Je suis aussi étudiante en architecture à l'EPFL, comme plusieurs ce soir. Et c'est justement cette question d'éducation qui, pour moi, pose question aujourd'hui, et en particulier la place géographique des lieux où nous apprenons. En ce sens, si on parle de retourner dans des territoires ruraux, c'est très facile à imaginer pour quelqu'un qui a grandi. Pour les personnes qui ont toujours habité en ville, ça fait très vite peur. Des discussions que j'ai eues avec beaucoup de personnes. Et quand on regarde le système actuel en France, en Suisse, où on passe de la maternelle dans notre village au village d'à côté, à la petite ville, jusqu'à l'université, finalement, on passe toujours davantage de temps dans des zones urbaines où on apprend moins ce rapport et tout simplement le rapport à la terre qui est autour de nous. Et pour moi, la question de ces enseignants qui ne sont pas forcément formés aux questions qui intéressent une partie des étudiants, comme présentait Élodie, vient aussi du fait que les enseignants résident dans les villes qui sont liées aux universités, et peut-être qu'à délocaliser l'enseignement dans des zones rurales en plus petits îlots pourrait apporter une connaissance qui soit plus fine dans l'analyse, plutôt que de faire tout ceci toujours à distance. Alors voilà, je me demande si c'est un avis partagé, si ce savoir empirique qu'on a à apprendre et à réinventer, on pourrait peut-être le trouver en allant sur place. Excellente remarque. Je pense Marc et Jérôme Totel pourront répondre puisqu'ils ont eux-mêmes ramené l'école en conditions réelles. Je ne sais pas si vous voulez répondre. C'est ce qu'on fait. Tu as raison, Panos. Je pense que vous avez parfaitement raison. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire depuis une quinzaine d'années, effectivement. Et aujourd'hui, je suis dans un réseau d'écoles. Panos faisait référence à ça, l'espace rural, projet spatial, qui est aussi un réseau de recherche, où effectivement, on est très, très lié au territoire. Ça n'empêche que les écoles restent dans les métropoles et qu'effectivement, on va en résidence dans les territoires. Mais ça me semble extrêmement formateur. Alors, pas que seulement, paradoxalement, ce n'est pas que pour la question du sol et de la géographie, du lieu, des ressources que l'on est capable de sentir et de palper, de toucher. C'est aussi
parce que ça, je suis vraiment d'accord avec le travail qui vient d'être présenté. Ça permet très concrètement à un étudiant en architecture de se confronter aux autres données du territoire. C'est-à-dire la question des ressources, de l'eau, la question des sols, la question des productions, qu'elles soient alimentaires ou autres, forestières, etc. Et d'un seul coup, ça lui permet vraiment de mettre en relation des choses que l'étudiant dans son école, peut-être à Lausanne ou chez nous, à Nancy ou ailleurs, appréhende de façon moins évidente. Et je pense d'ailleurs qu'y compris après demain, quand cet étudiant fait un travail dans une situation très urbaine, il a aussi un regard différent sur l'urbanité dans laquelle il est. Et puis la deuxième plus-value d'aller dans ces territoires peu denses, c'est aussi les proximités avec les usagers, avec les habitants, avec tout un réseau d'acteurs. Y compris d'ailleurs agriculteurs, forestiers, etc. Parce que moi j'ai dit toujours, je travaille à Nancy, mes étudiants pour qu'ils rencontrent le maire de Nancy, c'est compliqué. Pour qu'ils discutent avec des habitants, c'est quasiment impossible ou très difficile. Quand je suis dans un village de 300 ou 400 habitants, dans lequel on passe une semaine ou 15 jours, eh bien, évidemment, cette relation de proximité, elle devient très importante. Et c'est cette proximité, et je pense que ça a été présenté tout à l'heure aussi sous certaines formes, cette proximité avec les gens qui sont là, elle est très enseignante. Donc, c'est à la fois la capacité de s'imprégner d'autres données que celles qui sont les données de base de l'architecte, mais qui deviennent, à mon avis, des données fondatrices aussi du projet, et puis ces questions des proximités. Voilà. Et donc, et moi je suis assez d'accord avec ce que disait Laurent Guidetti après, je pense qu'il y a aussi du coup une attitude de mise en situation de projet qui pourrait être réinjectée dans plein de situations autres que les ruralités aussi. Et ça veut dire qu'on devient architecte peut-être autrement parce que la ruralité nous a enseigné. Et donc moi, je dis toujours, je ne suis pas en train de fabriquer un atelier de projet en milieu rural, j'utilise la ruralité comme prétexte pédagogique. Et c'est complètement différent parce que je pense réellement que nos futurs professionnels auront peut-être des regards différents sur tous les sites dans lesquels ils iront après. Marine, oui. Oui, en réaction à ce qui vient d'être dit par rapport à la ruralité, et notamment, je voulais le relever aussi par rapport au projet d'Élodie, que ce projet n'est pas un projet de densification. Et souvent, quand on commence un projet, tant à l'école que d'architecture, que dans la pratique, l'entrée, c'est toujours où est-ce qu'on densifie? Il faut densifier à toutes les échelles. Moi, pour le coup, mon expérience professionnelle, ça a été plutôt les échelles d'intercommunalité. Où est-ce qu'on densifie? Voilà, c'est la grande question. Et aujourd'hui, il y a plein d'autres questions et qui ne sont pas jugées comme projets. D'ailleurs, c'est une réflexion qui est menée par des techniciens du canton de Genève et qui, j'ose dire, qui rament et qui se tuent à la tâche pour nous, sur la question justement du projet, enfin de l'aménagement de l'espace rural, ils appellent ça comme ça. Et il parle de ruralisme, l'idée de dire que, en fait, quand un architecte vient faire, ou architecte, urbaniste, paysagiste, viennent faire des projets dans la ruralité, dans l'espace rural, il parle de parcs urbains, de parcs écologiques, de parcs de loisirs, jamais les trois ensemble d'ailleurs, parce qu'en fait, on ne sait pas faire, on n'a pas de prise, on ne sait pas concevoir un projet où, comme j'entends souvent avec notamment les jeunes architectes, où il n'y a rien, mais en fait, il y a plein de choses. On ne sait pas faire, on ne sait pas dessiner un projet rural sans cette prise du bâti, du construit, etc. Juste la gestion de l'eau, l'impact carbone, l'agroforesterie, tous ces outils-là de projet, l'îlot de fraîcheur, on ne nous les enseigne pas, mais peut-être qu'en allant travailler dans ces espaces ruraux, on se substrat ce vernaculaire, peut-être qu'on peut apprendre aussi des choses. Je voulais avoir votre point de vue par rapport à votre enseignement, justement. Peut-être, je me permets peut-être, avant de laisser Marc, qu'il y a quand même les paysagistes qui peuvent faire ça déjà. Hein. Il y a une autre branche du métier qui est déjà loin en avance par rapport aux architectes sur la question du rien, tout construire avec rien. Mais je laisse Marc quand même.
Ou Laurent, d'ailleurs, ou Elodie. Laurent avait levé la main. Donc Laurent, oui. Pardon, je ne vais pas, désolé. Non, moi, c'est juste parce que j'abonde dans ce sens, mais qu'il ne faut pas se tromper de débat non plus. C'est-à-dire que on pourrait revendiquer le droit de s'intéresser au vide, le droit d'aménager, de laisser de la place aux paysagistes, etc. Mais il ne faut pas se leurrer. Dans notre monde, c'est le plein qui rapporte, c'est le vide qui coûte. Donc, ça ne sert à rien dans notre monde de s'imaginer que tout d'un coup, on va inventer de l'argent qui fait que des projets vont pouvoir naître d'opérations non immobilières, quoi, en gros. Et je pense que c'est ça qu'il faut questionner, c'est cette soumission du projet, qu'il soit paysager, urbanistique, architectural, à la logique de marché. Et le problème, c'est que c'est la seule façon de mesurer les choses aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un sol n'a aucune valeur aujourd'hui, si ce n'est sa valeur foncière. Je suis intervenu dans le cadre d'une journée d'études organisée pour des agriculteurs. Je leur ai dit, mais de toute façon, bon, il y a des lois, hein, on peut se doter de régimes de surface d'assolement, de protéger la zone agricole, mais qu'est-ce qui, dans la zone agricole, protège l'agriculture, le sol? C'est-à-dire la zone agricole, elle est polluée, c'est une zone industrielle, hein, la zone agricole. On protège une activité, celle de pollueurs peut-être, celle de gens qui nous alimentent dans le meilleur des cas, mais finalement on ne se pose pas la question du sol dans toute son épaisseur et tout, et surtout le sol est réduit à sa valeur économique foncière, et que quand le terrain agricole vaut, je sais pas, 3 francs, que la forêt vaut 1 franc le mètre carré, et que la zone à bâtir vaut entre 1000 et 3000 fois ce prix-là, eh bien, il y a pas à tortiller, quoi. Dans le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire néolibéral, c'est toujours cette règle-là qui s'appliquera. Non, peut-être, non, mais parce que je trouve ça super intéressant parce que c'est aussi évidemment une question qu'on pose. Et moi, aujourd'hui, évidemment, on est confronté. Alors, nous, par exemple, on travaille beaucoup avec nos étudiants. Il y a Gwenaël qui enseigne avec moi, qui est là aussi. Mais on travaille beaucoup avec nos étudiants, y compris dans des territoires ruraux, entre guillemets, parce qu'après, c'est toute la question de la définition de la ruralité, c'est encore un autre sujet. Mais on travaille, par exemple, sur l'héritage des lotissements des 20-30 dernières années. Les Français sont quand même très très bons, hein, sur ces questions de lotissement. Et donc, on se pose la question de savoir comment on pourrait les considérer de façon positive et les considérer comme étant des gisements de transformation. Parce qu'ils posent plein de problèmes, consommation des sols, vieillissement des populations, pièges à voiture et à mobilité individuelle, etc. Mais on se dit, retournons les choses et pensons-les plutôt comme étant des gisements de transformation et des valeurs, parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a quand même des réseaux, parce qu'il y a plein de choses. Et évidemment, on se heurte à une question qui est la question que nous, la Révolution française, elle a posée en haut du système juridique et du système de pensée la propriété privée. On ne peut pas s'en sortir. Et moi, je pense, alors évidemment, je suis un peu gonflé quand je dis ça, mais moi, je pense que la situation de transition auquel on est confronté, elle est équivalente, alors pas du tout pour les mêmes raisons, et j'espère avec un peu moins de violence, mais à la Révolution française. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qu'on ne change pas de modèle complet, y compris par rapport à la propriété du sol, comme on l'a fait en 1789. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question de savoir si nos sociétés ne sont pas dans des flux et des moments, et se poser la question si le moment de reposer la question du bien commun qu'est le sol ne va pas aboutir à une remise à plat d'un certain nombre de choses. Alors évidemment, je suis dans l'utopie complète quand je raconte ça. Mais si on s'abstrait 5 minutes, enfin 5 minutes, on va dire une année avec des étudiants, on va aller au-delà de 5 minutes, sur les potentiels que représente la remise à plat de cette question de la propriété, tout en étant très attentif aux valeurs d'habiter, aux intimités nécessaires, à la façon dont on va cohabiter les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'on est très attentif à la valeur sociale, humaine et fonctionnelle, on se rend compte des potentiels incroyables que représentent d'un seul coup les éléments. Donc, je pense qu'il y a des blocages qui sont des blocages comme celui-là, mais on pourrait en trouver d'autres, qui, moi, me semblent être des blocages sur lesquels, inévitablement, il va falloir se bouger, parce que je pense que c'est des blocages qui ne sont plus à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Voilà. Alors, j'exprime celui-là, mais c'en est d'autres. Et puis, peut-être pour reprendre une remarque tout à l'heure, moi, je sais pas, j'ai tendance à dire qu'on forme des architectes. Moi, j'ai une école d'architecture. Et je pense que je dois continuer à former des architectes, pas un paysagiste, pas un agronome, pas un forestier.
Par contre, je dois former des architectes qui savent discuter avec, et qui ont envie et qui expriment le besoin de discuter avec toutes les autres compétences pour recréer du lien entre ces compétences-là et quelque part un regard commun sur l'espace qui est de fait l'espace commun, qui aujourd'hui est un espace fragmenté, et fragmenté essentiellement par la fragmentation des savoirs et l'incapacité des savoirs à dialoguer entre eux. Alors je suis caricatural parce que ce n'est pas vrai partout, mais moi j'ai tendance à penser que mon rôle d'enseignant par rapport aux étudiants que j'emmène dans ces territoires-là, c'est de leur faire comprendre la plus-value énorme qu'ils auront à dialoguer avec les autres compétences qui participent à la fabrication du territoire ou à la transformation du territoire dans lequel ils sont. Voilà. Alors, je vois Françoise Chapa, qui est aussi une vieille routarde du VVF suisse. Françoise. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis très intéressée par ces conférences, comme toujours. Merci Panos. Je suis d'accord avec les personnes qui ont parlé avant moi et dont j'ai oublié le nom malheureusement, parce que je suis une vieille dame. Mais je suis entièrement d'accord avec eux, mais je pense qu'il y a une solution sur laquelle nous devrions tous travailler. C'est la question de si on veut réussir cette transition, c'est vraiment de travailler sur la question des investissements et de l'argent. Parce que c'est par là qu'on va y arriver, c'est là que ça bloque. Et je pense que si on travaillait sur les investissements différenciés et que d'une façon globale, tout l'argent qui est mis à disposition ou dépensé, cet argent, on devrait en recevoir d'autant plus qu'on diminue l'empreinte écologique. Par exemple, j'ai un exemple que je prends toujours, les architectes qui aujourd'hui touchent X% sur la quantité de béton qui vont couler dans un projet et la complication du projet en métaux invraisemblables, si ces mêmes architectes étaient payés 10 fois plus en faisant un projet complètement écologique, qui a une très faible empreinte écologique, eh bien là, on commencerait à faire une révolution. Voilà, je lance la discussion et c'est une discussion qui me passionne, que j'ai commencé à avoir avec quelques personnes au Crédit Suisse à Zurich, etc., enfin, avec des banquiers, etc. On avait imaginé simplement dans les bâtiments, au lieu pour avoir des bâtiments complètement économes en énergie, que l'EDF ou l'ISIG, enfin les différentes sociétés qui fournissent l'électricité, fournissent l'électricité jusqu'au pied de l'immeuble, mais qu'en plus, elles soient responsables jusqu'à la consommation des clients et qu'elles gagnent plus d'argent sur les économies d'énergie que feraient les habitants. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou réactions? Oui, alors Julie, il y a Julie aussi qui a levé la main. Julie, je te vois. Encore une force du Transition Workshop. Vas-y. Non, je voulais juste revenir sur le travail qu'Élodie nous a présenté. Et c'est vrai que passer sur quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui n'est pas tant que ça, c'est son travail, il montre des lectures extrêmement fines de chacune des échelles. Justement, quand on dit qu'elle remonte à la source, en fait, et c'est que son cadre de travail, il prend en compte un territoire, quoi, mais sans avoir un regard planificateur où on prend une grande échelle pour s'occuper d'un petit point. Il prend un territoire pour construire son écosystème. Et je voulais souligner que dans ce travail, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a des représentations qui ne sont pas des supports de communication, qui sont des vraies constructions de projets où effectivement, on cherche à donner vraiment une forme et donc une compréhension à ces différentes échelles. Et c'est ce qui en fait toute la finesse, notamment dans les sauts d'échelle, quand on passe d'une très grande carte au relevé des murs, par exemple, ces moments-là sont très importants. Et on peut entendre là dans les discussions que ce n'est pas forcément le job des archis, mais moi, je milite très, très fort pour que ce le soit. Et peut-être que je suis un ovni ici, mais moi, j'ai été formée en tant qu'architecte en pensant qu'avec une culture où les meilleurs mètres carrés sont ceux qu'on ne construit pas. Donc, ça existe quand même. C'était aussi pour être un peu positif et que je pense que il y a une vraie culture qui est allée à rechercher aussi là-dedans. Mais vraiment, merci d'avoir présenté ce travail. Il faut vraiment garder cette puissance-là du travail en représentation et avec une grande ouverture d'esprit
et d'échelle et de temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on arrive peu à peu à la fin de cette session que je trouve extrêmement riche et dense. Tout d'abord, donc, un grand merci à Elodie pour ce magnifique travail et sa présentation qui était excellente aussi dans tous les sens. Et j'espère que tu auras par la suite l'occasion d'approfondir sur ce travail, Elodie. Je pense qu'on espère tous que tu ailles plus loin. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Merci Laurent pour ces magnifiques remarques et l'ouverture de la discussion et de l'esprit que tu nous as permis d'avoir ce soir, cette discussion dense. Merci à tous, merci à mon équipe d'avoir aidé ce soir et comme tous les jours. Et à bientôt. Bonne soirée à tous.